Mais du coup, je crois que tu voulais nous parler de quelque chose de complètement différent, peut-être? Oui, Je ne alors sais nous on pas. passe à la BD, bon, mais désolée, ça va pas être dans la BD comique et tout. En fait, c'est une BD pas très sexy, simplement en noir et blanc, et que j'ai découverte relativement tardivement, alors que je connaissais le, un web documentaire fabriqué à partir de cette BD depuis beaucoup plus longtemps. Je crois comprendre que ce web documentaire n'est plus accessible maintenant parce que le plugin Flash a été désactivé. Je pense que c'est un problème technique plutôt qu'autre chose. Quand même, je trouve qu'il y a un problème au niveau de la conservation des documents en ligne. Pourquoi je regrette la disparition de ce web documentaire, c'est que en plus de ce qui de la bande dessinée, des extraits, des commentaires de cette femme dont je veux vous parler, il y avait aussi beaucoup d'archives audio. Et maintenant, je ne sais pas où est-ce que je peux avoir accès à ces archives audio qui étaient très intéressantes. Voilà, donc cette bande dessinée est en 2 volumes et s'appelle Demain, demain, et elle n'est pas toute neuve puisqu'elle est sortie, je crois, en 2012. Et c'est une bande dessinée qui est moitié documentaire, moitié fiction, autour des documents qu'une femme vraiment remarquable a pu établir. Cette femme s'appelle Monique Hervaux. Je crois qu'elle n'est pas bien connue et pourtant, c'est vraiment un parcours remarquable et elle est décédée seulement en mars dernier. On aurait pu s'attendre à avoir un peu plus d'articles non, j'ai pas vu passer grand-chose. Cette femme est née en 1929 et elle a donc grandi, elle a vécu l'occupation, et à la fin de l'occupation, elle était parmi les scouts et elle s'est engagée dans le service, euh, service civique. Je ne retrouve plus exactement le nom, désolée. Euh, voilà, service civique international, excusez-moi. Et donc, elle s'est engagée là-dedans et une des premières choses qu'elle a dû faire à la libération, ça a été d'aider à brancarder les rescapés de Buchenwald. Et pour une jeune fille de 15-16 ans, c'est quand même une expérience qui l'a vraiment marquée. Elle avait l'impression de transporter des cadavres et non plus des personnes. C'était effarant pour elle. Et ensuite, elle s'est engagée toujours dans la continuité de ce service civique international. Elle a commencé à donner des cours d'alphabétisation pour les personnes, les immigrés, bon. Et elle a fait ça pendant. Bon, elle a fait des études. Je ne vous raconte pas tout. Après tout, vous irez vous renseigner un peu plus sur elle. Le point qui m'intéresse, c'est quand, en 1959, elle apprend tout à fait par hasard qu'il existe à Nanterre un bidonville, et elle découvrira qu'il y en a en fait beaucoup, mais un bidonville particulièrement énorme où ont habité jusqu'à 10 000 personnes, qui s'appelle La Folie. Et il y avait comme ça beaucoup de bidonvilles autour dans la couronne parisienne. Il y a eu même des bidonvilles qui ont eu jusqu'à 15 000 personnes à Champigny, je crois. Elle a entendu parler par hasard de ce bidonville. Elle n'avait pas conscience en 1959 qu'il existait ces bidonvilles. Alors qu'elle donnait des cours d'alphabétisation, qu'elle savait qu'il y avait beaucoup de gens hébergés dans ce qu'on appelle les meublés. Et, et donc, elle a décidé, avec ses collègues, ses copines, d'y aller voir. Et elle a découvert ça, et elle s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on les aide. Euh, et elle s'est installée près du bidonville, dans un ancien fourgon frigorifique, je crois bien,
Et puis elle a commencé à faire office on peut dire d'assistante sociale, d'écrivain public, d'interprète. Elle a aidé pour les démarches, faire connaître les droits, enfin, heu, aider toutes ces familles dont beaucoup ne parlaient pas français ou parlaient mal le français. Et en 1961, quelques mois avant la fameuse, manifestation qui a tourné au massacre, d'octobre 61, le FLN, lui a demandé de s'installer carrément dans le bidonville, non plus seulement à côté, mais dans le bidonville, auprès de femmes qui étaient en situation vulnérable, en grossesse, sans mari, pour aider et pour être, là immédiatement en cas de besoin, en cas d'aide, et donc elle l'a fait. Elle est allée s'installer, non sans crainte, parce qu'elle était très consciente que dans certains endroits, s'il y avait un incendie, elle y passait parce qu'il y avait pas moyen de s'extirper de ces petits passages, et donc elle est allée s'y installer et elle y est restée jusqu'à la fermeture de ce bidonville en 1972. Heu, donc c'est quand même une expérience extraordinaire et elle a documenté ça. Elle a pris des photos, elle a bien sûr, fait connaissance avec beaucoup de familles. Elle les a aidés et elle a donc, toute une documentation sur, la vie dans ces bidonvilles qui était assez méconnue, et elle a, donc, Laurent Mafre a, heu, a écrit 2 bandes dessinées, en fait 2 volumes. Les 2 bandes dessinées s'appellent Demain, Demain, et oui, on attend toujours mieux demain. Sur, le premier volume que je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui, c'est sur le bidonville de la Folie lui-même, en particulier dans les années, autour de l'indépendance et un petit peu après, et puis le deuxième volume, lui, va parler ce qu'on appelle les cités de transit. C'est-à-dire que c'est l'échelon au-dessus du bidonville, mais c'est en principe, c'est des hébergements, nettement plus confortables, avec un accompagnement social et qui sont censés aider ces pauvres gens qui ne connaissent que la vie des bidonvilles à apprendre à vivre dans un logement, moderne, et sans tout casser, et à comprendre comment ça fonctionne. Parce que ces pauvres, sauvages ne comprennent rien, et en principe, évidemment, c'est prévu comme une période transitoire pour aller ensuite vers un habitat en HLM. Seulement, il y a une telle crise du logement, et les immigrés sont tellement, servis en dernier que, leur passage là-bas s'éternise, et ils passent des années dans ces bâtiments qui sont en fait, fermés, surveillés, gardiennage. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ce premier, cette expérience dans le bidonville, de Nanterre. Les bidonvilles en France ont été éradiqués, je crois, en 1974. Il n'y avait plus officiellement aucun bidonville, et puis, bah, finalement, ils sont revenus, et ce qui m'intéresse aussi, c'est que heu, tous ces documents dont on pourrait penser que bon, c'est d'un autre temps, c'est fini, on n'en est plus là, et bien, en fait, on y revient, et il y a beaucoup de similitudes avec, des choses qui se passent aujourd'hui, qui m'interrogent, m'interpellent, et donc je ne vais pas vous parler de toute la crise du logement aujourd'hui, c'est un sujet beaucoup trop vaste, mais au travers de cette BD, je voudrais, quand même, faire quelques rapprochements aussi. Donc je vais, partager, vous montrer donc, un petit peu, voilà, la couverture de ce premier volume, Demain, Demain, Nanterre, le bidonville de la Folie, de 1962 à 1966. Alors c'est une fiction, un documentaire fiction, qui va raconter l'histoire d'une famille, la famille de Kader et Soraya, et leurs 2 enfants, et
cette histoire va être un petit peu l'histoire typique et le prétexte à montrer la vie dans ces bidonvilles. Voilà, donc vous voyez les familles, les enfants qui courent, le monsieur qui pousse un petit chariot avec les bidons d'eau, parce qu'il faut savoir que dans ce bidonville de Nanterre, il n'y avait pas d'électricité et il y avait une seule fontaine pour 1000 foyers individuels, 300 familles et jusqu'à 10 000 personnes qui ont habité dans ce bidonville. Vous imaginez la situation avec une seule fontaine et évidemment pas d'eau courante, pas d'électricité. Alors, l'histoire commence avec Soraya qui rejoint Kader, son mari, avec les enfants. Alors déjà, Kader s'est trompé de jour, il a une montre, il a cru qu'elle arrivait le 31 avril, or il n'y a que 30 jours en avril, et il s'est trompé. Et Soraya, sa femme, n'a aucune idée de ce qui l'attend, en fait. Et donc, vous voyez sa réaction, mais on ne peut pas vivre là-dedans. Et son mari Kader qui lui dit j'ai essayé de te le dire, mais je n'y suis pas arrivé. Et c'est une des grandes difficultés pour ces familles, ces travailleurs qui vivent en bidonville, de, d'arriver à le dire à leur famille. Voilà, donc elle est vraiment effarée. Voilà, donc vous voyez le fameux chariot pour transporter les bidons d'eau, les toilettes qui ne sont pas finies et donc papa et tonton Ahmed vont finir de fabriquer les toilettes, un petit poêle et encore ils ont de la chance parce que c'est une cabane en dur. Le sol est en ciment et les murs sont en dur, c'est pas en bois ou en tôle et donc c'est déjà nettement mieux que la moyenne. Et donc, Soraya est absolument effarée. Pas d'eau, pas de lumière, pas de vue, rien du tout. Et la solution pour la lumière, c'est d'installer une onduline transparente sur le toit, donc de remplacer une des tôles ondulées par une tôle en plastique transparent. Voilà, donc ça, c'est l'arrivée de la pauvre Soraya sur place qui tombe de très haut quand elle voit les conditions dans lesquelles elle va devoir vivre. Alors, puisque Kader a dit qu'il devait finir l'installation des toilettes, on les voit travailler pendant la nuit. Pendant la nuit, ils sont là, ils ont donc les bidons d'eau, le matériel, ils essayent de faire leur installation des toilettes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la police qui passe avec des lanternes. La police surveille. Et ils vont lancer aussi souvent des fusées éclairantes pour surveiller ce qui se passe dans le bidonville la nuit. On les voit donc passer et ça crée la panique parmi le petit groupe de travailleurs. Ils sont là, ils sont là. Mais non, calme-toi. Ils sont à côté, je te dis, on s'arrête, je ne veux pas prendre le risque qu'ils cassent tout. Parce qu'en effet, dans ce bidonville, c'était pas la même chose partout, mais là, dans la mesure où ce bidonville doit être rasé, mais ça dure des années, des années, des années, il est interdit de construire des nouvelles maisons et il est même interdit de réparer des maisons qui ont été abîmées. On va voir ça à nouveau dans la suite. Voilà, alors on voit Soraya qui regrette beaucoup d'être venue. Je donnerai ce qu'il me reste pour rentrer en Algérie. Au moins, les petits avaient leur chambre. Ses voisines essayent de lui remonter le moral, de lui dire qu'elle va s'habituer, qu'on peut faire un petit peu de décoration, et puis qu'il y a un petit peu d'espace pour planter des patates douces, quelques plantes, essayer d'améliorer un petit peu ce quotidien. Et alors, elle explique qu'elle
tombe de la lune. Elle dit, je ne pensais pas voir un bidonville en France. Comment j'aurais pu me douter de ça? Donc l'image qu'elle en avait, et on voit que elle vivait dans de bien meilleures conditions en Algérie. Et elle pensait, ne voyant que son mari revenir au village, beaux vêtements, un petit peu de l'argent, elle pensait que la vie était très, très facile. Et ça, ce décalage entre les idées qu'on se fait en Algérie et la difficulté à expliquer qu'on vit dans des conditions épouvantables dans ce bidonville, ça concerne toutes les familles et on le revoit arriver tout le temps. Et c'est ce que disent sa voisine. Quand j'ai raconté tout ça à ma mère, elle ne m'a pas cru. Elle m'a dit, à Paris, vous n'êtes pas dans un gourbi. Hein, en Algérie, tu n'habites pas comme ça, et à Paris, tu serais dans un gourbi. Non, c'est impossible. Et elle dit, si je leur disais la vérité, ils penseraient que j'invente pour ne pas leur envoyer des sous. Donc vous voyez cette situation vraiment très difficile vis-à-vis de la famille, en plus des difficultés matérielles sur place. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que Soraya, dans ces conditions-là, elle est stressée en permanence pour la saleté. Les enfants font des bêtises, se tâchent. Eh bien, elle n'a pas de patience, c'est des gifles, des engueulades, et faites vos devoirs, et je ne veux rien entendre. Donc c'est vraiment une vie quotidienne très difficile. Là, on voit Kader qui revient de la corvée d'eau. Il est allé chercher de l'eau. Et Soraya qui explique qu'elle ne la gaspille pas, l'eau, mais que si elle veut que le logement, que les enfants restent propres, eh bien, elle a besoin de laver et de l'eau. Et là, vous voyez donc la police qui arrive. C'est interdit de construire, on t'a dit. Même réparer, tu n'as pas le droit. Ici, tu ne fais pas ce que tu veux. Donc, vous voyez cette façon extrêmement brutale. Vous vivez dans des conditions absolument pourries et vous ne pouvez même pas essayer de les améliorer un peu. Et là, on voit une voiture qui passe à côté, qui les éclabousse en les insultant, les traitant de gitans. On n'est pas des vagabonds, voilà, donc entre les immigrés algériens et les gitans qui sont les pires. Les gitans, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, hein. Des gitans, parce qu'ils croient qu'on ne veut pas payer le loyer. On ne peut pas payer le loyer. Si, on pourrait payer le loyer parce que ces gens travaillent. Et même, ils travaillent souvent dans la construction de tous ces grands immeubles, de tous ces HLM qui vont être construits, aussi le quartier de la Défense et tout. Beaucoup travaillent comme maçons dans le bâtiment public. Ils ont des revenus, pas énormes, mais ils pourraient payer un loyer, seulement ils ne peuvent pas obtenir un logement. Et vous voyez donc ces chantiers de la Défense, la terre est repoussée toujours plus près, le bidonville est toujours plus encerclé de terre. Et là, ils disent, c'est ça qu'ils devraient venir photographier, les journalistes. Ils devraient venir voir comment on vit. Hein. Et là, on voit que les policiers ont donc complètement détruit une des baraques et que tous les voisins se sont organisés. On s'est débrouillé pour les reloger chez les uns ou chez les autres. Impossible de reconstruire cette maison. Il faut laisser comme ça. Et avec les policiers, comme on a l'habitude, dégager du balai, sinon on vient chez vous, voilà, et qui mettent le feu au débris, et voilà une cabane en moins. Là, on arrive à la scène de panique dans la nuit, au moment où un incendie se déclare. Et bon,
Kader part en courant avec un seau d'eau, il essaye de transporter les bidons, essayer d'éteindre le feu. Il faut savoir qu'il chauffait beaucoup avec des bonbonnes de gaz, et donc quand il y avait un incendie, les bonbonnes de gaz étaient dangereuses. Donc il faut s'éloigner, essayer de se mettre à l'abri et essayer d'éteindre le feu avec des moyens complètement dérisoires et pas assez d'eau. Et donc l'eau ne suffit pas, ils essayent de détruire les bâtiments autour pour empêcher le feu de se propager. Et évidemment, il y a aussi du papier goudronné qui n'aide pas dans la protection contre les incendies. Et les réactions officielles, donc c'est beaucoup de baraques sont détruites dans cet incendie. Et les positions officielles, on ne reloge jamais après un incendie, sinon il y en aurait tous les jours. Et moi, ça m'évoque toujours cette histoire d'appel d'air. Ah, mais non, on ne peut pas aider parce que sinon, ils vont en profiter pour mettre le feu chez eux tous les jours. Le policier, il n'avait qu'à appeler les pompiers. Et puis la responsable administrative, comme solution, propose qu'on les envoie à la maison départementale de Nanterre, c'est une ancienne prison, ou qu'on les place en foyer, c'est-à-dire qu'on sépare les enfants très jeunes, les enfants plus adolescents, le mari de la femme, enfin les familles sont complètement séparées. Voilà tout ce qu'on propose à ces gens qui ont tout perdu dans un incendie. Alors là, c'est un autre passage aussi, c'est la grande manifestation du 17 octobre 61, où Monique Hervaux est allée. Elle a participé aussi, tout le monde est allé à cette manifestation. Et là, on a donc la famille bloquée, ça n'avance plus. Et oui, face à la police. Et ce qui se passe après, c'est qu'il y a beaucoup de blessés mais qui refusent d'aller à l'hôpital, hein, parce que donc ils ont un ami français qui passe, qui dit mais c'est terrible, je peux vous emmener à l'hôpital, et il refuse d'aller à l'hôpital, ce qui me fait un petit peu penser à Sainte-Soline. Parce que en fait, dès qu'ils sortent de l'hôpital, ils se font arrêter et ils vont au centre de tri de Vincennes, qui a une si sale réputation que vraiment ils préfèrent rester avec leurs blessures parfois très graves dans le bidonville. Et voilà quelqu'un qui frappe. Elle espère que c'est Slimane, son mari, qui n'est pas encore rentré. Lui, il craint que ce soit la police. C'est pas Slimane, c'est Belkacem. Et Belkacem, lui aussi blessé, qui dit que quand ils l'ont jeté à la Seine, il ne bougeait plus. Et donc il y a de très gros risques que Slimane soit mort noyé dans la Seine. Ça n'est pas un fantasme, c'est quelque chose qui est vraiment, qui a eu on a eu des centaines de familles qui sont restées dans l'incertitude, qui n'ont jamais su ce qui s'était passé. Ma mère, qui commençait à travailler à ce moment-là, avait une collègue à l'école dont le mari a disparu cette nuit-là et dont elle n'a jamais pu avoir de nouvelles ensuite. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Là, je vous ai mis aussi cet extrait, c'est à l'école. Alors à l'école, vous avez ceux qui ont les chaussures sales, parce que bien sûr, dans le bidonville, il y a toujours la boue. Donc c'est un marqueur terrible pour les enfants, pour les adultes, les chaussures sales. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais plus comment il s'appelle, le garçon vient de faire sa récitation. Et sa récitation, c'est Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Et je pense que vous connaissez ce poème. On voit cet homme qui se repose dans le cresson et à la fin, il a 2 trous rouges dans le côté. Et voilà Saïd qui intervient à l'école et qui dit « J'en ai vu un, moi, un homme avec des trous rouges dans le corps.
Les élèves un peu mieux lotis se moquent de lui. Bah, t'as vu ça où dans ton bidonville? Non, j'ai vu ça dans les montagnes. Il n'y a pas de montagne ici. Et en fait, il a vu ça en Algérie et c'est un rappel pour nous que, en effet, la guerre en Algérie avait lieu donc jusqu'en 62 et que les enfants parfois devaient fuir des régions qui devenaient des zones interdites. C'était une des raisons pour lesquelles les familles allaient dans aller en France, aller rejoindre leur mari, et les enfants avaient parfois vu des choses assez terribles. Voilà, ce qui se passe, c'est que il pleut dans la cabane, Soraya n'en peut plus, elle craque complètement, elle ne peut plus rester, et Kader décide d'aller à la préfecture faire une demande de relogement. Et donc, vous voyez, il y a de l'eau partout, c'est terrible. On va demander à avoir une belle maison neuve. Voilà, ils essayent de se battre. Et là, on lui apprend que s'il veut avoir un relogement, il va falloir donner un petit cadeau au contrôleur. Hein. Sinon, tu n'auras pas ton logement et des demandes, tu peux en faire des valises complètes si tu ne donnes pas d'argent. Donc le dilemme, est-ce que c'est donc, oui, Kader a fait des économies, je pourrais payer, mais ça veut dire qu'il doit renoncer à ses économies et avec ses économies, il voulait s'acheter sa maison au pays quand il rentrerait. Hein. Et donc c'est le dilemme. Donc il va d'abord à la préfecture. Et à la préfecture, bon, on lui dit il faut attendre, il retourne, mais pourquoi? Je n'ai pas de nouvelles, ma fille est malade, je suis prioritaire. Et voilà que on lui fait une espèce de chantage. Je peux peut-être vous avoir un logement, mais il faut prendre la nationalité française. À cette époque, il est impossible d'avoir la double nationalité. Donc, prendre la nationalité française, c'est s'interdire de retourner en Algérie. Et ça, pour Kader, c'est impossible. Donc, il veut un logement, mais pas la nationalité. Donc, ça ne marchera pas à la préfecture. Et là, c'est un petit extrait pour vous montrer ce que c'est que la cité de transit. Ils vont rendre visite à des amis. Mais pour ce qui est de la cité de transit, ce sera dans le volume 2, qui sera donc pour la suite. Et je vous laisse donc la surprise d'explorer tous ces deux volumes, d'aller voir des interviews avec Monique Hervault, de lire des articles sur elle quand même qui existent. Là, je voulais juste finir en en faisant un peu la comparaison avec des choses qui se passent aujourd'hui. Bon, quand je vois la police, ces fameuses brigades Z qui ont continué bien après la guerre à détruire, à empêcher les réparations et à détruire des baraques comme ça, parfois arbitrairement, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec ces destructions de tentes, lacérations systématiques à Calais qui continuent à avoir lieu à Calais et peut-être aussi ailleurs, on ne sait pas. Je voulais vous signaler un jugement qui a été rendu vendredi dernier, juge des référés du tribunal de Caen, le tribunal administratif de Caen, qui a reconnu que l'État ne peut pas se permettre de priver d'eau et d'un accès à l'eau, à l'hygiène et à des toilettes au campement de Ouistreham. Il y a là-bas des réfugiés à qui l'État ne pourvoit pas le minimum élémentaire pour un minimum d'hygiène, disons. Et sinon, je voulais aussi le tonton qui travaille dans le bâtiment, les enfants le voient travailler, ils construisent les HLM et tout. Ça m'a fait penser
à cette famille à Mayotte, dont le père travaillait depuis des années, je crois 14 ans, pour l'administration dans les chantiers, et à qui on a imposé de participer à la démolition du bidonville où il habitait depuis 12 ans, je crois, et qui a fait un malaise quand il est arrivé devant sa maison qu'il devait détruire, et qui est mort d'un AVC des suites de ce malaise. La violence qui est faite à ces personnes de devoir détruire leur propre maison, alors que de toute évidence, c'est quelqu'un qui travaille et qui a été laissé, à qui on n'a pas proposé de relogement adéquat, de relogement correct. Et ça, c'est une constante, autant au moment du bidonville de Nanterre qu'actuellement. Je voulais signaler aussi un article d'avant-hier sur Mediapart qui signale qu'en Guyane aussi, les évacuations, les démolitions de quartiers précaires se succèdent, que ça depuis 2019, que ça a touché au moins 3000 personnes, et que les offres de relogement ne sont pas du tout à la hauteur. Plus généralement, on a une vraie crise du logement. Encore sur Mediapart, je suis désolée, c'est des articles payants, mais on voit que même en métropole, même pour des personnes françaises qui travaillent, qui ont des revenus corrects, obtenir un logement est devenu un parcours du combattant, que c'est humiliant, et que il y a un témoignage d'une personne qui dit je me sens comme un rebut de cette société, on se sent comme des déchets. Et donc le gouvernement, après tous des mois de travail du Conseil de la refondation dédié au logement, le gouvernement publie donc son plan logement aujourd'hui, et que c'est un plan minimaliste. Donc nous sommes toujours sur cette problématique du logement qui n'est pas à la hauteur, qui grève complètement les revenus des personnes normales. Et pardon. Et c'est une problématique qu'on va sans doute approfondir par la suite. Mais voilà en quoi cette histoire du bidonville, finalement, reste actuelle malgré les années passées. Bah, merci beaucoup, Christine, hein. Effectivement, c'était assez impressionnant, ces images. Moi qui connaissais ni cette autrice, ni la situation, ça m'a impressionné. Et malheureusement, effectivement, c'est beaucoup trop d'actualité. Ça devrait pas être le cas en 2023 en France. Et malheureusement, ouais, c'est quelque chose qui Oui. reste beaucoup trop actuel. Je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans qu'une petite fille est morte dans un incendie d'un campement rom. Et là, c'était aussi pareil, les enfants qui mouraient dans les incendies, et pas que les enfants, bien sûr. Oui, on a l'impression que ça fait des années, des siècles presque, que ça n'existe plus, les bidonvilles. Mais en fait, c'est une illusion complète, quoi. Ouais. Voilà, désolée d'avoir plombé Merci beaucoup en l'atmosphère. tout cas, Christine. C'est une BD importante et ouais, j'espère que tout le monde prendra la recommandation. Donc c'est Demain chez Actes Sud. Donc il y a 2 tomes, c'est ça. Voilà. Et on espère que vous irez y jeter un œil. Oui, Voilà. vraiment. Eh ben merci encore, Christine. Je vais passer un petit générique et puis ensuite on va passer à la chronique de Maxime. Merci. Merci, ciao.